Quand il écrit Manon Lescaut, l'abbé Prévost s'est lui-même mis en marge. Il a quitté les bénédictins, il voyage en Angleterre, fréquente les milieux athées, adopte le pseudonyme Prévost d'Exil et publie ses mémoires d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Cette question de mise à l'écart du monde est donc très présente dans son œuvre, et notamment dans notre roman. L'abbé Prévost n'est plus le prédicateur bénédictin, excellent dans le genre littéraire du sermon, mais il reste un fin observateur de la société qui s'interroge sur la variété des passions humaines. Dès lors, on peut se demander. La représentation de personnages en marge de la société participe-t-elle chez l'abbé Prévost à un projet littéraire satirique et moraliste ? D'abord, notre roman est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui se confronte à un certain ordre de la société, qui marginalise les jeunes amoureux. Mais leurs aventures révèlent une société non seulement rigide, mais aussi décadente, où toutes les classes sociales participent aux activités les plus marginales. Finalement, ce tableau d'une confrontation entre un amour sincère et des passions délétères qui envahissent la société permet surtout à l'abbé Prévost d'interroger les véritables pouvoirs de la littérature. Toutes mes ressources sur Manon Lescaut, fiches thématiques, personnages, mes explications linéaires et dissertations en vidéo, PDF téléchargeables et podcasts sur mon site www.mediaclass.fr. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir mon travail, accéder à toute ma bibliothèque pour le prix d'un livre de poche. Au début, Des Grieux est un personnage parfaitement intégré. C'est un jeune aristocrate qui aspire à devenir chevalier de l'ordre de Malte. Mais l'arrivée du coche d'Arras, puis le coup de foudre avec Manon Lescaut, est un moment déclencheur. Il est séduit, du latin seducere, détourné du droit chemin. Manon, elle aussi, est détournée d'un chemin qui devait la faire entrer dans un ordre social acceptable. Mais pourtant déjà en marge. Le couvent est un lieu de réclusion, qui met à l'écart les jeunes filles rejetées par leur famille. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens, et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. Leur premier écart avec la morale traditionnelle, c'est quand ils couchent ensemble dans une auberge à Saint-Denis. L'auberge, c'est en quelque sorte un lieu intermédiaire, qui symbolise bien la dérive de ces personnages vers les marges de la société. Ce qu'on voit en tout cas ici, c'est que l'amour est un événement déclencheur, qui fait voler en éclats le carcan de la société. Je pense que l'idée plaît beaucoup à l'abbé Prévost. Un premier élément qui explique cette marginalisation, c'est que leur mariage est impossible. Leur amour se heurte à un ordre social inflexible. Cela se traduit d'ailleurs par les propositions du père de Des Grieux. Son fils peut devenir chevalier ou abbé. Il peut même se marier, mais avec une personne qui a déjà un rang. La mésalliance est juste inenvisageable. « Chevalier, me dit-il, j'ai eu dessein jusqu'à présent de te faire porter la croix de Malte, mais je vois que tes inclinations ne sont point tournées de ce côté-là. Tu aimes les jolies femmes. Je suis d'avis de t'en chercher une qui te plaise. » Quand Manon refuse la demande en mariage de Des Grieux, on peut la soupçonner de vouloir rester indépendante et volage. Mais au fond, elle a raison. Si Des Grieux fait cette demande en mariage, sa famille fera tout pour l'en empêcher. Donc, à partir du moment où ils s'aiment, ils se retrouvent en marge de la société. Cela se confirme à la fin, car le seul moment où ils se sentent intégrés à la société, c'est à partir du moment où tout le monde les croit mariés. C'est à la faveur d'un mensonge. Mais dès qu'ils veulent officialiser, ils redeviennent un couple en marge et doivent prendre la fuite. L'éloignement de Des Grieux du cœur de l'ordre social est progressif. Il n'y a pas une marge, mais plusieurs. Chaque prison correspond à un niveau d'éloignement de la société. Des Grieux, séquestré par son père et son frère, continue de penser à Manon. Il s'apprête même à devenir abbé. Deuxième rencontre, deuxième coup de foudre. Des Grieux abandonne sa carrière religieuse pour suivre Manon. À partir de là, le couple va connaître plusieurs prisons. À Saint-Lazare, Des Grieux est encore en lien avec le supérieur, qui représente un certain ordre de la société, alors que Manon est à l'hôpital de la Salpêtrière. Plus tard, ils seront envoyés au Petit Châtelet, et finalement Des Grieux suivra son amante jusqu'aux colonies américaines et dans le désert. Ainsi, on dirait que toutes ces prisons représentent des marges concentriques, le Nouvel-Orléans étant la prison ultime, la plus éloignée du cœur de la société. Au-delà, il n'y a que le désert, et donc la mort. Cette image est probablement à rapprocher de la typographie des enfers de Dante. Pour l'abbé Prévost, la société en elle-même est comme une vaste prison où l'amour ne peut pas trouver sa place. Mais l'amour n'est pas le seul ressort du roman.
ce qui jette Des Grieux et Manon Lescaut dans ces différentes prisons, ce sont les passions, richesse, prestige, divertissement, favorisés par la société elle-même. L'histoire d'amour de Manon et Des Grieux permet aussi de faire la satire d'une société décadente, où toutes les classes sociales participent à une corruption généralisée. La marginalisation n'est alors pas la même selon la classe sociale. À l'époque de Louis XIV, le centre névralgique de la société, son cœur, c'est bien la cour, où les nobles sont étroitement surveillés. L'histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut prend place précisément à la fin du règne de Louis XIV, qui meurt en 1715. La marginalisation de Des Grieux représente un mécanisme collectif, un relâchement des mœurs généralisé. Plusieurs exemples. Quand son père lui fait des reproches, pour se justifier, Des Grieux lui explique qu'il n'est pas le seul. Il cite tous les aristocrates de la meilleure société dont les mœurs sont dissolues, qui prennent des maîtresses, etc. Et Monsieur de GM et son fils représentent bien deux générations de libertins qui recherchent des plaisirs de plus en plus raffinés. Et Monsieur de T, fils d'un administrateur de l'hôpital, appartient à la même génération que Des Grieux, lui aussi porté vers ses plaisirs. Il lui conseille d'ailleurs une vengeance étrangement sophistiquée. Il lui semblait que je ne pouvais me venger plus agréablement de mon rival qu'en mangeant son souper et en couchant cette nuit même dans le lit qu'il espérait d'occuper avec ma maîtresse. Enfin, quand il rentre dans la fameuse Ligue de l'Industrie, Des Grieux découvre que la plupart sont nobles et qu'ils reversent leurs gains au prince de R, propriétaire de l'hôtel de Transylvanie. On comprend qu'il n'y a plus de frontières entre les classes sociales les plus élevées et les milieux les plus crapuleux. Le personnage qui représente le mieux ces passerelles entre les milieux les mieux acceptés et l'univers de l'illégalité, c'est Lescaut, le frère de Manon. C'est certainement lui qui a poussé sa sœur vers la prostitution, et c'est lui aussi qui introduit Des Grieux dans l'association de tricheurs. Mais il en va très différemment selon les classes sociales. Marcel, par exemple, le domestique impliqué dans le plan d'évasion de Manon de l'hôpital, est le seul poursuivi par la police. Arrêté, il craint d'être roué ou pendu, alors que Des Grieux n'est jamais inquiété, protégé dans ses différentes évasions par Monsieur de T et par le supérieur même de Saint-Lazare. Dans le même temps, on comprend que les classes sociales les plus basses sont poussées vers des activités parallèles en marge de la légalité, parce qu'il en va de leur survie. C'est le cas des jeunes femmes qui se prostituent et qui sont envoyées à la Pitié-Salpêtrière ou dans les colonies. C'est le cas probablement des domestiques qui partent avec les gains des tricheries de Des Grieux. Lescaut justifie lui-même cette marginalisation. Les gens dans le besoin utilisent leur talent pour augmenter leurs chances de faire des gains. Des Grieux s'approprie parfaitement ce discours. Combien de personnes vivent à Paris qui doivent leur entretien à leur talent ? Les qualités du corps et de l'âme sont accordées comme des moyens pour se tirer de la misère et de la pauvreté. Les lecteurs sont habitués aux intrigues crapuleuses, aux tours joués par des héros désargentés comme les Picaros. Mais ici, le mélange des genres a un caractère nouveau, qui choque et charme le public de l'époque, et explique certainement en partie le succès de ce roman. D'abord le fait de présenter, dès le premier regard, une prostituée comme une personne de premier rang, voire même comme une princesse. Quel sort pour une créature toute charmante, qui eût occupé le premier trône du monde si tous les hommes eussent eu mes yeux et mon cœur. Le genre romanesque va devenir de plus en plus populaire, probablement parce qu'il ose mélanger les genres, les registres, et donc aussi les classes sociales. On trouve même ici une inversion des rôles. Des Grieux, l'aristocrate, se retrouve dans des situations comiques où son héroïsme est réduit à porter des déguisements, alors qu'au contraire, la fille du peuple, la prostituée, connaît un destin tragique sublime. On constate alors que cette représentation des marges de la société ne vient pas du tout mettre en relief de la même manière l'amour de Des Grieux et Manon Lescaut et les différentes passions des personnages. On peut alors se demander si tout cela ne participe pas finalement à un projet littéraire moraliste, qui s'éloignerait pourtant de ces modèles du XVIIe siècle, Molière, La Bruyère, La Rochefoucauld, etc. Flaubert fait remarquer l'importance de l'amour passionnel, qui fascine le lecteur peut-être justement parce que les personnages sont malhonnêtes, ce qui en fait des personnages en marge. Ce qu'il y a de fort dans Manon Lescaut, c'est le souffle sentimental, la naïveté de la passion qui rend les deux héros si vrais, si sympathiques, si honorables quoiqu'ils soient fripons. Le plaisir du lecteur est donc aussi de percer à jour les raisonnements que chaque personnage élabore pour justifier ses passions. Par exemple,
Face à Tiberge, Des Grieux détourne des arguments jansénistes. Son destin est certainement déjà décidé de toute éternité. Je reconnais ma misère et ma faiblesse. Hélas, l'action est-elle en mon pouvoir? De quel secours n'aurais-je pas besoin pour oublier les charmes de Manon? Mais cette posture tragique a surtout pour but de provoquer la pitié de Tiberge. Tous ces débats participent à un grand jeu littéraire, où Renoncourt rapporte le récit que Des Grieux lui fait des incartades qui ne l'ont que provisoirement détourné de l'ordre de Malte. Et c'est vrai, Des Grieux n'est pas un modèle moral, mais il n'est pas non plus exactement un contre-modèle. À un moment donné, il atteint une certaine sagesse. La grande histoire d'amour de Des Grieux et de Manon Lescaut, qui les entraîne vers les marges de la société, a toutes les allures d'un parcours initiatique. Et en effet, l'amour se renforce tout au long du roman, alors que les autres passions s'effacent progressivement, jusqu'au moment où Des Grieux exprime un véritable « contempt mundi », le mépris des choses terrestres, qui est au fond une certaine acceptation de marginalité. J'avais perdu, à la vérité, tout ce que le reste des hommes estiment, mais j'étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j'estimais. Vivre en Europe, vivre en Amérique, que m'importait-il en quel endroit vivre, si j'étais sûr d'y être heureux en y vivant avec ma maîtresse? Et voilà pourquoi Tiberge n'est pas le porte-parole de l'auteur dans ce roman. Au contraire, Tiberge semble lui-même passionné par une vertu, un zèle qui le pousse à vouloir absolument que son ami renonce à cet amour, dont il ne voit que le côté passionnel néfaste. Il ne réalise pas que la vertu passe par l'amour authentique, qui nous amène à un véritable détachement du monde. Mais alors, quel est le pouvoir de la littérature? Est-ce que Des Grieux apprend mieux par l'expérience ou par la lecture? Est-ce que le lecteur lui-même est réformé par la représentation de ce parcours initiatique à travers les cercles concentriques de la société? Dans la vie de l'auteur, l'abbé Prévost nous indique une de ses convictions. Les romans d'aventure ne font que compléter l'expérience, mais demandent une certaine réflexion pour être adaptés à chaque cas particulier. Chaque aventure est une instruction qui supplée à l'expérience, un modèle d'après lequel on peut se former. Il n'y manque que d'être ajusté aux circonstances. Et c'est justement ce qui se passe dans ce roman. Des Grieux, séquestré par son père, reprend goût à l'étude et se met à comprendre l'intérêt des ouvrages qu'il avait pourtant déjà lus pendant ses études. Les lumières que je devais à l'amour me firent trouver de la clarté dans quantité d'endroits d'Horace et de Virgile, qui m'avaient paru obscurs auparavant. On peut interpréter cela de deux façons possibles que l'abbé Prévost lui-même ne tranche pas. Soit la littérature souffle sur les braises de nos passions, Des Grieux pense à Manon au lieu de chercher la sagesse contenue dans les livres, soit cette sagesse contenue dans les livres consiste justement à rechercher un amour pur et authentique, car c'est bien la fidélité et la droiture morale de Didon qui retient l'attention du jeune Des Grieux. Je fis un commentaire amoureux sur le 4e livre de l'Énéide. Je le destine à voir le jour et je me flatte que le public en sera satisfait. Hélas, disais-je en le faisant, c'était un cœur tel que le mien qu'il fallait à la fidèle Didon. Peut-être ainsi que par la représentation des marges de la société, l'abbé Prévost nous aide à distinguer un double écueil. D'un côté, l'obéissance aveugle à un ordre social corrompu qui se pare de fausses vertus, et d'autre part, l'idolâtrie de passions néfastes qui ne font que parasiter le véritable amour authentique. Nous avons vu que notre roman est avant tout une histoire d'amour, que l'abbé Prévost voit plutôt d'un œil bienveillant. Mais cela choque les lecteurs de son époque parce que les deux jeunes amoureux sont aussi sans cesse le jouet de passion. C'est donc l'occasion pour l'auteur de nous dépeindre les aspects les plus sordides d'une société décadente, aristocrates libertins et corrompus, ruses des gens du peuple qui mettent en pratique tout leur talent pour survivre et échapper aux prisons conçues pour eux. Le récit des aventures du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut esquisse une morale pessimiste et nuancée. La vertu n'a pas de sens sans amour, mais l'ordre social écrasant de ce début de XVIIIe siècle semble bien rendre un tel amour impossible.